scène se déroule dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Des CRS veulent que des centaines de migrants rassemblés dans un camp de fortune se dispersent par groupe de 5. Ne sachant où aller, les réfugiés restent sur place. Les policiers chargent. On a mis des coups de matraque dans le ventre, des coups de pied, en disant relevez, c'est impossible de relever ces gens-là. Et après ils ont continué à charger pendant tout le long de la route de Flandre. Moi je suis restée avec les blessés, on a appelé les pompiers. Une intervention justifiée par des jets de pierre selon la police. Des évacuations qui ont lieu chaque soir désormais dans le 19e arrondissement. Mais à chaque fois, les migrants reviennent sur cette avenue. Ils nous emmènent dans des minibus au commissariat, puis nous revenons ici. Nous n'aimons pas dormir là, mais nous n'avons nulle part d'autre où aller. Avant, 1200 réfugiés dormaient ici au métro Jaurès. Ils ont été évacués le 22 juillet dernier. À présent, ils errent dans les rues de Paris ou dorment sur ce trottoir devant les locaux de France Terre d'Asile. Il faut des jours pour avoir un rendez-vous. Ils pensent que à Jaurès ou à Stalingrad ou devant France Terre d'Asile, ils vont trouver un petit peu d'aide. Visiblement, depuis quelques temps, la préfecture ne veut plus de camps. Donc ils veulent les faire disparaître. Beaucoup de migrants ont reçu un ordre de quitter le territoire. La mairie de Paris a promis de créer un camp humanitaire qui devrait ouvrir ici dans cette gare désaffectée. Mais son ouverture a été repoussée en septembre. Et ce soir, nous sommes en direct avec Déborah Pavlik. Bonsoir, vous êtes conseillère Les Républicains de Paris. On avait entendu la droite dénoncer ces campements sauvages. Est-ce que vous trouvez ce soir que ces évacuations sont une bonne chose ? Écoutez, les évacuations sont la conséquence de l'absence totale de gestion de la politique en la matière par la mairie de Paris. Ça fait plus de 18 mois qu'on dépose un certain nombre de vœux en Conseil de Paris avec mes collègues, notamment Pierre-Yves Bournazel, qui est conseiller de Paris dans le 18e, pour demander à ce que cette situation soit enfin prise en charge. Situation qui est évidemment inacceptable tant pour les réfugiés eux-mêmes qu'évidemment pour les riverains, puisque la situation qu'on connaît aujourd'hui est finalement la pire des situations avec l'installation de campements sauvages. Alors la mairie a annoncé la création d'un grand centre d'accueil au nord de Paris, a priori pour la rentrée, pour le mois de septembre. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Écoutez, je ne sais pas aujourd'hui si c'est la bonne réponse. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'était pas opposé sur le principe à l'ouverture de centres humanitaires, à condition qu'un certain nombre de réponses, de garanties soient données sur l'ouverture de ce centre. Des garanties qu'aujourd'hui nous n'avons pas eues. On a par exemple demandé à la maire de Paris à ce qu'il y ait une consultation qui soit faite avec les habitants, que les habitants soient associés à la décision qui serait prise sur le lieu d'implantation. Or aujourd'hui, on voit vraiment que les Parisiens aussi ont été mis devant le fait accompli, et ce qui pour nous est évidemment pas acceptable. L'autre point qui me semble important et qu'on avait également mis en avant, c'est la question du format de ce centre humanitaire. On avait par exemple envisagé la possibilité, en tout cas on avait suggéré cette possibilité de l'installation de plusieurs centres à Paris, plutôt que d'avoir un seul centre humanitaire qui évidemment serait un nœud de tension et de difficulté pour les habitants du quartier. Et ça reste des problématiques aujourd'hui qui sont soulevées aujourd'hui, qui n'ont pas vu encore de réponse. Alors on comprend bien, la solution pour demain, elle n'est pas tout à fait trouvée. Est-ce qu'il fallait attendre finalement avant de procéder à ces évacuations pour laisser au moins à ces populations le semblant d'habitude et de vie qu'elles avaient trouvé ? C'est pas possible de laisser ces campements sauvages s'installer, et ça pour au moins deux raisons. La première, c'est évidemment pour les réfugiés, il n'est absolument pas acceptable de les laisser être installés dans des conditions sanitaires aussi désastreuses en plein Paris. Ça, c'était évidemment pas du tout envisageable. Et la deuxième question qui se pose aujourd'hui sur ces campements sauvages, c'est évidemment celle des riverains, puisque eux aussi connaissent rencontrent des difficultés en raison de l'installation de ces campements. Donc pour moi, non, il fallait absolument pas laisser ces campements sauvages s'installer. Et là où la mairie de Paris a véritablement péché, c'est que ça fait des mois, voire des années, que cette situation perdure, puisqu'on en est quasiment, je crois, à la 30e évacuation de ce type à Paris. Donc ce qui est certain, c'est qu'on n'aurait jamais dû, la mairie de Paris n'aurait jamais dû laisser cette situation s'installer dans la durée. Merci beaucoup Déborah Pavlik, conseillère Les Républicains de Paris, d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir sur BFM TV. Et avec nous, Aubé Pindaon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif parisien de soutien aux exilés. Vous étiez encore cet après-midi à leur côté lors d'une nouvelle évacuation. Quand vous entendez la conseillère républicaine de Paris dire « on ne pouvait pas laisser ces campements », vous souscrivez, on ne pouvait pas laisser la situation dans l'état où elle était ? Alors je vais répondre à votre question, mais tout d'abord je voudrais vous remercier de nous avoir invités. Je dis nous parce qu'on aurait souhaité être là avec d'autres collectifs, puisqu'on est plusieurs.
Et on aurait également souhaité être là avec au moins un migrant qui aurait pu s'exprimer. On a entendu dans les reportages tout au long de la journée qu'on a suivi, notamment lors d'une évacuation cet après-midi à vos côtés. Nous, on trouve ça symptomatique de continuer à inviter des soutiens, des bénévoles, des militants et de toujours pas entendre des exilés dans leurs paroles politiques et pas seulement dans leurs témoignages d'expérience, puisque ce sont des personnes qui ont véritablement... Je vous rassure, on les entend très régulièrement une parole politique et dans à délivrer. Je pense que c'est important de les écouter aussi en tant que sujet de droit, sujet politique. Maintenant, est-ce qu'on pouvait laisser ces campements Je suis tout à fait d'accord avec ce que cette personne a dit, c'est pas possible. Maintenant, il faut dire qu'elle tape sur la mairie de Paris, puisque c'est son travail, elle est conseillère à la mairie du 10e, mais en réalité, c'est pas la mairie de Paris qui a la main sur l'évacuation des campements, c'est l'État. Et l'État ne fait pas son travail. Depuis plus d'un an, il déserte, et non seulement il déserte, mais il sabote l'accueil des personnes exilées en France. Et il faut bien comprendre que ces campements, ces évacuations à répétition, en effet, on en est à la 28e évacuation, sans compter les expulsions et les rafles, comme les 3 dernières qui ont eu lieu ces 3 derniers jours, sont le symptôme d'une politique de non-accueil. Politique totalement assumée, sauf dans la communication où l'État nous explique que des places vont être ouvertes en CADA, qu'on va accueillir 32 000 réfugiés. Bon, tout ça, ça cache, si vous voulez, une réalité qui est qu'il n'y a pas d'accueil mis en place par l'État, et ce, non pas par un manque de moyens, mais par une volonté politique délibérée de ne pas accueillir ces personnes. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y avait ces campements, vous dites qu'il ne fallait pas les laisser. Aujourd'hui, visiblement, on n'a pas suffisamment de centres d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait? On a suffisamment de centres d'accueil? Bien sûr que oui. On est un pays de 66 millions de personnes. On n'arrive pas à accueillir quelques dizaines de milliers de personnes sur une année. Il y a comme un petit problème là. Elles sont où les places? Alors, je vais vous expliquer. Il y a, ne serait-ce qu'en Île-de-France, des centaines de bâtiments qui appartiennent à l'État, qui sont vides et désaffectés. Il suffit simplement d'anticiper les arrivées. L'État ne peut pas invoquer la surprise alors que ça fait 1 an que les gens arrivent de manière régulière, mais tout à fait maîtrisable. On n'est pas du tout dans le cas de l'Allemagne, hein. Il n'y a qu'à comparer les chiffres. Enfin, on n'a pas tellement de chiffres précis sur la France, mais on sait pertinemment qu'on n'est pas du tout dans les mêmes sortes de grandeur, donc il n'y a aucun problème de moyens. Il y a des bâtiments publics vides. Il suffit de les ouvrir, de les réhabiliter et de les ouvrir pour les personnes exilées, de les accueillir. C'est ce qui va se faire dans le nord de Paris, a priori pour le mois de septembre. Oui, mais attendez, parce que là, il y a un centre. Il semblerait, nous, on a très peu d'informations, on n'a pas été sollicité par la mairie de Paris pour dire ce qu'on en pensait, etc., alors qu'on est quand même les collectifs qui avons la plus grosse expérience de terrain. Mais en tout cas, de ce qu'on a entendu dire, il y aurait 400 places. Donc 400 places, c'est suffisant pour des personnes qui arrivent en l'espace de 10 jours à 2 semaines à Paris. Donc effectivement, soit c'est un lieu de transit pour quelques jours, mais encore faut-il que derrière, la filière d'accompagnement social et de traitement de la demande d'asile des personnes exilées en France fonctionne. Or aujourd'hui, c'est tout un système qui est totalement déficient. C'est pas juste très lent, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement à tous les niveaux, quoi. C'est du début à la fin de la filière. C'est des goulots d'étranglement successifs. Votre expérience de terrain, combien de personnes aujourd'hui sont dans Paris, réfugiés, sans place de logement? Ah, ça, je pourrais pas vous le dire. Nous, on connaît les personnes qui sont sur les campements. Après, il faut tenir compte aussi des personnes qui sont sur des campements invisibles. C'est-à-dire qui sont cachés dans divers endroits, des souterrains, qui sont dispersés. Vous disiez 400 personnes à peu près qui arrivent. Les chiffres qui circulent dans les chiffres, puisque personne ne sait exactement ce qui se passe. Mais en gros, on sait que quelques dizaines de personnes arrivent à Paris chaque jour. Mais ce que je voulais aussi également souligner, c'est que ces derniers jours, il y a effectivement eu des violences de plus en plus intenses qui se sont exercées à l'encontre des personnes exilées. Il y a notamment eu l'utilisation de tasers, de gaz lacrymogène, des charges de CRS, des coups de matraque sur des personnes qui ne sont ni des parasites ni des criminels, mais qui sont des sujets de droit et dont le droit en France aujourd'hui n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'on a un État qui ne respecte pas ses propres lois concernant le droit d'asile. Un dossier de demande d'asile, ça doit être délivré à une personne qui en fait la demande en 48 heures maximum. Aujourd'hui, ce délai, il est de 3 mois. Et pendant ces 3 mois, ces personnes, la police va venir les voir et va leur expliquer qu'elles sont en situation irrégulière. Vous voyez le truc? À cause du fait qu'elles n'ont pas pu avoir accès à ce dossier auquel elles ont droit. Donc, on a tout un système qui est délibérément maintenu dans un état de pénurie
pour tout simplement qu'il n'y ait pas d'accueil. Et la mobilisation va se poursuivre, on le comprend. Oui, et nous organisons une manifestation samedi après-midi entre 15h et 18h, départ métro Jaurès, et on vous invite à nous rejoindre. Le message est passé. Merci beaucoup Bépine Daron d'être venue sur le plateau de BFM TV. Ce soir, tout de suite, on fait un point sur la météo de Fanny Agostini.